Vous pouvez tomber de votre chaise et les téléspectateurs aussi. Il n'y a pas une seule personne à la périphérie du pouvoir ou des services qui était étonnée par le fait que MRDZ puisse être enlevé par le régime algérien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous ouvert leur bouche. Le plan était connu de plusieurs personnes, ce qui m'a été dit par tous mes interlocuteurs français. Tous, sans exception, et je ne vais pas les citer, mais vraiment tous, ils étaient complètement hallucinés par l'attitude d'Abdelmajid Tebboune et son côté obsessionnel à l'égard d'MRDZ. C'est-à-dire quand Abdelmajid Tebboune rencontrait Emmanuel Macron, il lui parlait d'MRDZ. Quand Abdelmajid Tebboune rencontrait un ministre de la Justice, il lui parlait d'MRDZ. Je vous donne ma parole que ce que je vous dis là, il y a au moins 10 personnes qui me l'ont répété. Il aurait demandé quoi Tebboune à Macron? Vous nous le remettez. Ce que je sais, c'est que l'affaire MRDZ ou le nom ou le personnage MRDZ est devenu une obsession, un problème psychologique pour l'autocrate algérien. Et il en a parlé à tous ses interlocuteurs français, sans exception. Vous n'avez pas voulu nous le donner par les voies normales, c'est-à-dire les demandes d'extradition totalement farfelues. Nous allons utiliser nos méthodes pour le récupérer. En plus de ça, pardon, parce que vous m'interrogez sur le dossier, sur mes sources françaises, mais on va parler un peu des sources algériennes. On va parler des sources algériennes. Quand j'ai commencé à recouper les informations, à ma grande surprise, et vous pouvez tomber de votre chaise et les téléspectateurs aussi, il n'y a pas une seule source dans la périphérie du pouvoir, parce que je n'ai pas de contact avec Abdelmajid Tebboune, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas une seule personne à la périphérie du pouvoir ou des services qui était étonnée par le fait que MRDZ puisse être enlevé par le régime algérien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous ouvert leur bouche. Ça s'est ébruité. Le plan s'était ébruité. Le plan était je dirais, connu de plusieurs personnes. Et j'ai pu remonter la chronologie des faits. Vous voulez que je vous fasse la chronologie des faits? J'en aimerais bien, oui. Bon, la chronologie des faits. C'est précise que celle-là. En janvier 2024, il y a un Haut Conseil de sécurité. C'est vérifiable, c'est public. En marge de ce Haut Conseil de sécurité, Abdelmajid Tebboune décide de faire un conseil de sécurité restreint avec les chefs des services et le chef de la DGSN. On est, je crois, le 7 ou le 8 janvier 2024. En tout cas, début janvier 2024. C'est au cours de cette réunion qu'a été décidé l'enlèvement d'MRDZ. Et évidemment, celui d'Aboud Hicham, qui avait subi une tentative d'enlèvement octobre 2024. Quelque temps plus tôt, et qui avait échoué grâce à l'intervention de la DGSI française. Grâce à l'intervention de la DGSI française qui a fait échouer volontairement ce projet. Tout ça, je l'ai vu et c'est documenté. Donc, à ce moment-là, Mohamed Jabbar, qui est patron de la DDSE, et le chef de la DGSI de l'époque, ainsi que les chefs de la police et de la DCSA sont au courant, et le chef de la gendarmerie sont au courant que ce projet allait être mis à exécution. Et à partir de là, ça a beaucoup parlé manifestement, puisque même, je dirais, des officiers intermédiaires, des cadres intermédiaires, étaient au courant. Alors, cela s'explique. Je crois que vous avez récolté quelques réactions après la sortie de l'enquête du JDD. Et je crois que certains ont été un peu choqués par le fait que je dresse un portrait psychologique d'Abdelmajid Tebboune. Oui, mais j'allais en parler après. Ça... Moi, on va en parler après. On va en parler après. Ce qui m'a été dit par tous mes interlocuteurs français, tous, sans exception, et je ne vais pas les citer, mais vraiment tous, ils étaient complètement hallucinés par l'attitude d'Abdelmajid Tebboune et son côté obsessionnel à l'égard d'MRDZ. C'est-à-dire quand Abdelmajid Tebboune rencontrait Emmanuel Macron, il lui parlait d'MRDZ.
Quand Al-Majid Tebboune rencontrait un ministre de la Justice, il lui parlait d'MRDZ. Mohamed, ce que tu dis là, c'est complètement grave. C'est que Tebboune... C'est pas ce que je dis est grave, ce sont les faits qui sont graves. Ce que les sources non, pas les sources, les faits qui sont graves, parce que ce sont des faits. Donc Tebboune a parlé à Macron, il a abordé le cas MRDZ. Donc le chef de l'État parle d'un blogueur séparativiste, quand même. Je vous donne ma parole que ce que je vous dis là, il y a au moins 10 personnes qui me l'ont répété. Il y a au moins 10 personnes. D'ailleurs, il aurait demandé quoi Tebboune à Macron? Vous nous le remettez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que MRDZ a eu 7 demandes d'extradition avant 2019, sur des motifs complètement fallacieux. Vous connaissez le dossier, etc. Ouais. Ensuite, depuis l'arrivée de Tebboune, ils ont rajouté 2 demandes d'extradition pour motif de terrorisme. Bon, on peut trouver à ce garçon beaucoup de défauts. Probablement. Mais franchement, l'accuser de terrorisme ou de financement du terrorisme, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est comme si on vous accusait d'avoir fait des essais nucléaires à Reagan. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, ce que je sais, c'est que l'affaire MRDZ, ou le nom, ou le personnage MRDZ, est devenu une obsession, un problème psychologique pour l'autocrate algérien. Et il en a parlé à tous ses interlocuteurs français, sans exception. Quelle a été la réaction des autorités, des interlocuteurs français? Eh bien, les interlocuteurs français ont généralement la même réponse. C'est un état de droit, ils renvoient à la justice. Quand j'ai eu des sources judiciaires qui m'ont dit, ce que j'avais écrit, que, par exemple, dans les dossiers, certaines demandes d'extradition, il y a eu des faux grossiers qui ont été insérés pour incriminer MRDZ, pour manipuler la justice française et essayer de le récupérer par la voie normale judiciaire. Donc il y a eu en tout 9 demandes d'extradition. Elles ont toutes été retoquées à juste titre par la justice française. 1. Ensuite, MRDZ a été reconnu, et je crois que c'est légitime, comme réfugié politique. Ça a été un choc pour le régime algérien, notamment pour Majid Tebboune, qui savait à ce moment-là qu'il allait avoir un vrai problème. Troisième étape. MRDZ devient ainsi intouchable. Il devenait intouchable. Pour lui, il voulait le récupérer. Et là, il s'est passé quelque chose que j'ai appris, et là aussi, j'ai aucune raison. Les Algériens, lors d'une rencontre sécuritaire, DGSI face à DGSI, font comprendre qu'ils vont utiliser d'autres méthodes pour le récupérer. Attends, doucement. Non, mais je vais terminer après. Oui, je pèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DGSI algérienne, lors d'une réunion de travail avec la DGSI française, les services secrets algériens auraient informé leurs partenaires français qu'ils vont préparer une action sur le sol français. C'est quand même ça. Oui, il y a des choses qui peuvent paraître hallucinantes, mais c'est plus qu'hallucinant. L'Algérie de Tebboune est hallucinante, croyez-le. C'est pas ce que je dis qui est hallucinant, c'est l'Algérie de Tebboune qui est hallucinante. Je voudrais que les Algériens en prennent conscience. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à leur suggérer, comme on dit en algérien, ma'naoulhum. Vous n'avez pas voulu nous le donner par les voies normales, c'est-à-dire les demandes d'extradition totalement farfelues. Nous allons utiliser nos méthodes pour le récupérer. Et ça a été quand? Bon, chronologiquement, c'était Chronologiquement, c'était la fin de l'année 2023. Et donc là, la DGSI française a dit clairement, ne faites absolument rien sur le territoire français. Et elle leur a dit clairement qu'en dehors des mesures judiciaires, il n'y avait absolument rien à faire, ni à essayer de faire sur le territoire français. Donc, c'est la raison pour laquelle, très vite... Et malgré ça, les services algériens auraient manqué à leur devoir vis-à-vis de leurs partenaires français. Ils ont entrepris une action sur le territoire français. Vous êtes algérien? Vous êtes algérien? Je le suis. Vous connaissez la mentalité et certainement du pouvoir. Vous connaissez la mentalité certainement du pouvoir. Vous connaissez le côté tordu des Algériens. Mais à ce point, Mohamed? Non, mais à ce point, Nefol Khsara, le côté jusqu'au boutiste du régime algérien, vous le connaissez, non? Oui, absolument. On y est.
Dans cette affaire, tout montre que, par la volonté d'un homme, le fait du prince, c'est ce qu'on dit en français, le fait du prince, Abdelmadjid Tebboune est rentré dans une mégalomanie terrible, parce que je pense qu'il est fou dans le sens premier du terme. Il est fou de ce pouvoir, le pouvoir le rend fou. Et il a fait une obsession sur MRDZ et il a donné l'ordre de le récupérer par tous les moyens. Donc, un personnage a utilisé les moyens juridiques, entre guillemets, c'est Boualem, son conseiller juridique qui est devenu son directeur de cabinet, qui ensuite a géré aussi, avec un certain nombre d'officiers, dont Djebbar Mahanna, dont celui qui était colonel Mouad, en l'occurrence chargé de la lutte anti-subversive. Ensuite, évidemment, son chouchou protégé, le colonel Sadiq Rachdi Fathi Moussaoui, qui est devenu général, et évidemment, tout ça s'est mis en marche. Donc, ce que je raconte là est non seulement documenté, en tout cas est sourcé par des soins, mais en plus de ça, c'est d'une cohérence. C'est d'une cohérence implacable. Mohamed, deux questions très importantes, s'il te plaît. On va se permettre de se tutoyer, parce que le sujet était grave et il nécessite une certaine proximité. C'est parce qu'il est grave que je vous vois. Non, je dirais parce qu'il est grave qu'il nécessite une certaine proximité intellectuelle et personnelle. Deux questions sincères. Un, pourquoi le parquet national antiterroriste n'a pas commenté toutes tes révélations, n'a pas lancé des mandats d'arrêt internationaux alors qu'il y a des convocations qui n'ont pas été répondues, il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de mandats d'arrêt internationaux, il n'y a rien eu. Même l'AFP cite une source sécuritaire. Pourquoi la justice, face à la gravité de ce que tu es en train de dire, de révéler? Normalement, parce que le temps médiatique en France, le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, et le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Et heureusement que ce n'est pas les travaux d'un journaliste, aussi sérieux soit-il, qui régente le temps judiciaire. La justice française est indépendante et il y a une séparation des pouvoirs. Ce que beaucoup d'Algériens ne comprennent pas. Je ne parle pas que tes révélations à toi, je parle de ce que les services secrets français ont communiqué aux juges. Il y a deux choses. Que les services de renseignement français, les services notamment intérieurs, la DGSI, il y a deux volets. Il y a le volet renseignement et il y a le volet judiciaire. La DGSI, c'est deux grandes directions. C'est la direction du renseignement, donc il y a du renseignement, et tout ce qui relève de l'enquête. Un parquet national antiterroriste, évidemment, se nourrit du renseignement. Il a des notes de synthèse, etc. Il se nourrit de renseignement. Mais on monte un dossier judiciaire avec des preuves judiciaires. Et le temps que prend le parquet national antiterroriste pour monter le dossier judiciaire, c'est pour que lorsqu'une personne est incriminée et incarcérée, je peux vous assurer que c'est d'une solidité difficilement démontable. Difficilement, voire impossible à démonter. Aujourd'hui, d'ailleurs, admettons que, comme le dit Tebboune et ses petits propagandistes, tout ça est faux, tout ça est mensonger, c'est de la propagande. Qu'est-ce qui l'empêche de lever l'immunité diplomatique sur deux diplomates qui sont en fuite, qui ont quitté la France comme des voyous, comme des malpropres, qui sont réclamés aujourd'hui par la justice française? Pourquoi ne lève-t-il pas l'immunité diplomatique et pourquoi il ne les envoie pas en France? Pour qu'ils soient entendus en présence d'avocats alors qu'ils ne risquent absolument rien. La justice française ne torture pas, elle ne détient pas arbitrairement. Et donc l'Algérie ne reconnaît aucune légitimité à la justice française pour enquêter dans cette affaire. D'ailleurs, elle attaque même, elle dit même que c'est un... Non, l'Algérie, je rappelle la position algérienne, j'allais en parler. Non, je vais en parler après, parce que la position algérienne affirme que c'est un complot monté par une partie des services secrets français avec la complicité de Bruno Retailleau. Mais là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Non, mais là, c'est un mensonge. Il y a une autre question importante. Pardon, c'est important qu'on s'arrête. Là, notre rôle aussi, c'est de déconstruire les mensonges. Là, le régime algérien ment dans une propagande éhontée. Pourquoi? Parce que le dossier, qui a commencé le 1er mai 2024, avait avancé de façon assez importante jusqu'à septembre 2024. Pourquoi je cite de mai 2024 à septembre 2024? Parce qu'à l'époque, Bruno Retailleau était, je dirais, simple sénateur en train de gérer le groupe parlementaire qui est le sien, en l'occurrence LR.
Bruno Retailleau n'arrive à Beauvau qu'au mois de septembre. Et quand il arrive au mois de septembre à Beauvau, j'ai vu à peu près, j'ai essayé de voir la chronologie, il ne prend connaissance véritablement de ce dossier, parce qu'il prend connaissance des dossiers un peu compliqués et un peu sensibles, et celui-ci commençait à être sensible à partir de l'été 2024. Ce que je disais, c'est là où commence à apparaître un certain nombre de fonctionnaires algériens. Et donc, il ne prend connaissance qu'au mois de novembre 2024. Donc, c'est faux, puisque c'est faux sur au moins deux choses. Le problème des Algériens, c'est qu'ils lisent les autres à partir de leur propre travers. Ils pensent qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ils pensent que la justice française fonctionne comme la justice algérienne. Or, la justice française, vous le savez, et tous ceux qui vivent en France le savent, et tous ceux qui sont français le savent, il y a une séparation des pouvoirs que la justice française peut parfois poursuivre, y compris d'anciens ministres de la Justice, d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres ou des premiers ministres parfois en exercice. Donc, la lecture que font les autorités ou que les autorités algériennes est complètement fausse et je dirais de mauvaise foi. Ensuite, il y a le deuxième élément. Il y a des faits, c'est-à-dire quand on parle par exemple d'un bornage téléphonique, que fait à 2h du matin un premier secrétaire de l'ambassade et un employé du consulat de Créteil à proximité et du lieu d'enlèvement et ensuite du lieu de séquestration d'MRDZ. Je veux dire, c'est pas Bruno Retailleau qui, le 29 avril 2024, a demandé à deux fonctionnaires algériens d'être à la fois en contact avec des ravisseurs. J'étais en contact avec eux. Ça, les SMS le prouvent, les échanges le prouvent, les bornages téléphoniques le prouvent. Si on est là, côte à côte, aujourd'hui, nos téléphones sont en train de borner côte à côte. On pourra raconter ce qu'on veut, sauf à dire que nos téléphones ont été volés et qu'on n'était pas présent. Il y a une question importante que je voulais te la poser, c'était la deuxième, qui m'a été posée par une journaliste de La Croix. Elle me l'a posée avec ces termes-là, et elle se reconnaîtra, après elle m'a précisé ses pensées, elle m'a dit, si c'était vraiment les services, comment expliquer qu'ils vous ratent, qu'ils ont raté leur coup? On parle de services secrets, c'est-à-dire ils ont enlevé, ils ont pu l'enlever, ils ont pu le mettre en sous-séquestration. Pendant 27 heures, il a été libéré pour je ne sais pas quoi, on n'a pas compris. Donc, les services secrets algériens ont raté leur coup. Donc, est-ce que... Non, mais généralement, pas que dans les films, on a des cas d'histoire, à l'MCID, etc. Quand des services secrets de n'importe quel État veulent liquider quelqu'un, généralement, l'objectif, il est atteint. Mais là, on a l'impression que l'affaire, elle a un échec monumental. Ça veut dire que les services secrets algériens sont aussi amateurs que cela? Avec tout le respect que je dois à cette consoeur, que je ne connais pas, il faut lui rappeler peut-être les ratages de la DGSE, à commencer par le Rainbow Warrior. Je veux dire, et heureusement, il y a des opérations clandestines qui ratent, comme il y a des opérations militaires qui ratent, comme il y a des arrestations policières qui ratent, comme il y a des filatures qui ratent. Je veux dire, il n'y a que dans les films qui durent 90 minutes, et même dans les films, il y a parfois de grands services qui ratent. Je veux dire, la CIA a raté beaucoup de choses, le KGB a raté beaucoup de choses, la DGSE, la DGSI française a raté beaucoup de choses. Et alors, je pense savoir pourquoi ça a raté. Ça a raté parce qu'à un moment donné, il y a eu un cafouillage au sein même des services algériens. Ce que je sais, ce qui est documenté, c'est qu'au départ, initialement, MRDZ devait être remis à des commanditaires algériens le 30 avril au matin. Finalement, cette date a été modifiée pour le 1er mai. Et pendant ce temps, entre le 30 avril et le 1er mai, il était censé rester drogué. Il se trouve qu'il s'est réveillé. Le dossier montre qu'il s'est réveillé parce qu'il avait une rage de dents. Et donc la rage de dents a été beaucoup plus forte que les somnifères et les quantités importantes de somnifères qui lui ont fait ingurgiter. Et donc il y a eu un cafouillage entre aussi ces ravisseurs qui n'étaient pas les services, c'était des sous-traitants. Et les sous-traitants ont décidé à un moment donné, parce qu'ils estimaient que leur commanditaire ne leur avait pas tout dit sur la qualité de la personne à arrêter, c'est-à-dire qu'en gros, qu'ils ne savaient pas que c'était pour des considérations politiques, ils ont pris peur, ils l'ont relâché à 3h du matin, quelques heures avant que d'autres personnes ne viennent le récupérer et l'emmènent jusqu'à Alicante pour qu'il soit mis sur un yacht. Et ça, c'est encore une fois documenté dans l'enquête. Donc, il faut lui répondre tout simplement.
L'opération a raté parce qu'il y a des opérations clandestines qui ratent. Oui. Et l'opération aussi a raté, me semble-t-il, parce que je pense que... Moi, je ne pense pas que ça soit des pieds nickelés, en vérité, contrairement à tous ceux qui le disent. Je pense que les Algériens se sont trop crus sur d'eux-mêmes, considérant que la France était une wilaya comme une autre, c'est-à-dire une wilaya algérienne. Béchar, Tissemsilt ou Ain Mlila ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si Ain Mlila est une wilaya d'abord. D'ailleurs, c'était une daïra. Ouais. Bon, voilà, ils pensaient que c'était une daïra. C'était, voilà, la wilaya d'Oum el-Bouaghi plutôt. Donc, ils ont oublié que la France était un pays étranger. Et donc, ils ont... Cette question, elle est importante parce qu'elle pose une autre question. C'est des années de connivence et de complicité. C'est là où j'en veux terriblement aux autorités françaises. C'est d'avoir été trop longtemps et complices et conniventes avec des voyous, des dictateurs, des autocrates qui ne respectent ni les droits de l'homme ni la démocratie, qui ne respectent ni les droits de l'homme ni la démocratie, et qui finalement les ont amenés à agir parce que les Algériens, quand ils agissent, ils étaient convaincus qu'ils allaient le faire en toute impunité. Il faut se poser la question, pourquoi une telle opération n'est pas fomentée à Londres? Pourquoi elle n'est pas fomentée aux États-Unis? Pourquoi la majorité des opposants algériens sont établis en France. Ce n'est pas vrai, il y en a beaucoup qui sont à Londres. Mais je peux poser une autre question. Pourquoi les communiqués, par exemple, quand la France reconnaît la marocanité du Sahara, vous avez des communiqués du ministère algérien des Affaires étrangères qui a une connotation extrêmement virulente, et quand c'est la Grande-Bretagne qui reconnaît la marocanité du Sahara, vous avez une réponse qui est très mesurée. Ou quand ce sont les États-Unis, il y a une réponse très mesurée. Donc en fait, il y a une très grande hypocrisie de la part des dirigeants algériens et une très grande lâcheté, je le dis. Ils se sont habitués. Moi, je suis très content de voir ces relations entre la France officielle et l'Algérie dictatoriale s'effondrer, parce que j'espère qu'elles seront reconstruites sur des bases très saines et plus saines en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, ces relations ont été toxiques. Et la preuve en est. Vous avez cité Messili. Quand le pauvre Messili a été assassiné, son assassin a été remis quelques jours plus tard. Et il a bénéficié d'une totale immunité. La famille de Messili n'a jamais... France a changé justement. On va éviter ce genre de scénario. J'espère, parce que jusque-là, je rappelle, tu nous as répondu tout à l'heure en disant que le temps médiatique est différent du temps judiciaire. Mais jusque-là, c'est quand même gênant que la justice ne s'exprime pas. Il y a eu deux convocations qui ont été... Il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'il y aura des mandats d'arrêt? Je pense qu'il faut être avec la... pour avoir suivi beaucoup de procès, beaucoup de procédures judiciaires, la justice française est une vieille dame qui est très lente, qui avance doucement, mais qui avance très souvent de façon efficace, surtout le parquet national antiterroriste. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Je sais une chose, c'est que lorsque le procureur national antiterroriste va s'exprimer, ça sera le coup de grâce. Et il ne le fera pas pour donner un coup de grâce, parce que l'affaire, ce qu'elle va révéler, il y a des choses dont je ne parle même pas, parce que je me suis engagé à ne pas en parler. Non, parce que je me suis engagé auprès de mes sources à ne pas en parler. Mais si j'en parle avec autant d'aplomb et avec autant de certitude, c'est, croyez-le, ce que je sais est infiniment plus grand que ce que je dis. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire à propos de cette affaire n'est que 10 ou 20% de la réalité du dossier. Alors. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.